Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste. La tournée de novembre commence la semaine prochaine et les Bleus vont affronter le Japon avant de rentrer dans le dur avec les All Blacks puis les Argentins. Dans cette vidéo, qui va être plus légère dans le ton que celui de mon analyse précédente, j'aimerais que l'on discute des enjeux de cette tournée et de ce qu'on peut en attendre. D'abord, Galtier a pour moi l'obligation de revenir avec 3 victoires. Vraiment, je pense que c'est sans condition. Je l'ai déjà dit, mais la saison précédente a été émaillée de trop de faits et d'erreurs pour que l'on puisse repartir du même pied. Avec le groupe qu'on a, les acquis déjà construits et puis le vivier qui pousse à la porte, on n'a pas le droit de se planter, ce serait criminel de baisser de régime. Pourquoi je dis ça ? Eh bien parce que sincèrement, je commence à douter de la communication de Galtier et de son management. Alors qu'il nous avait rapidement convaincus dans les premiers moments de son mandat en construisant autour de lui un cercle d'hommes forts et compétents, axant sa préparation sur l'analyse des données, tout cela je l'ai déjà maintes fois abordé sur la chaîne, ça a bien marché d'abord avec la construction d'un groupe plutôt jeune à qui il a donné sa confiance pour enchaîner les matchs et engranger de l'expérience, un plan de jeu initialement basé sur une défense agressive avec le recrutement de Shawn Edwards, un jeu de dépossession misant sur des contre-attaques assassines se nourrissant des fautes adverses. Bref, ça on le sait, mais force est de constater que dernièrement, ces bases plutôt solides initialement ont commencé à se fissurer. Depuis la Coupe du Monde, notre défense n'est plus aussi efficace qu'avant. On s'est fait pas mal percer au centre du terrain lors du dernier tournoi, on a du mal à gratter autant de ballons de turnover qu'avant, et notre jeu aérien est un vrai talon d'Achille. Et si je dis que je commence à douter de Galtier, c'est d'abord dans son management, dans la manière qu'il a eu d'écarter Ibanez, qui semble être un élément important pour jouer le tampon entre le sportif et l'humain, pour gérer les relations avec les joueurs, la fédé et avec les clubs également. Beaucoup d'observateurs, moi compris, avons été gênés par sa prise de parole plus que tardive pour analyser la défaite en quart de finale face à l'Afrique du Sud, se dédouanant au passage d'une large part de sa responsabilité, invoquant des chiffres de victoire qui sont certes très hauts, 78% de victoire, mais en même temps ça fait qu'un seul titre en 6 ans avec la génération la plus talentueuse que le 15 de France n'ait jamais connue. Je pense personnellement que Rassi Erasmus l'a littéralement bouffé dans sa communication pré-match, notamment en matière arbitrale, parce que je rappelle que Rassi Erasmus avait en amont émis la possibilité que les Bleus soient avantagés de manière arbitrale, et en fait on s'est rendu compte que sur ces quarts de finale ça n'a pas trop été le cas. La manière dont il a laissé Dupont faire les 80 minutes alors qu'il était dans le rouge dès la 60e pose aussi question, mais bref, on va pas refaire toute l'histoire. Arrive le tournoi où il semble avoir mis des œillères sur le niveau qui nous sépare des Irlandais, il se dit aussi satisfait du pauvre match arraché contre l'Écosse dans les dernières minutes, on affiche un niveau honteux contre l'Italie avec des joueurs qui semblent perdus, des avants émoussés qui laissent Lucu sous pression constante. Et enfin, avec quelques changements qu'on demandait depuis longtemps, davantage de mouvements et de jeux de ballon, on parvient à relever la tête en fin de tournoi. Mais le pire, c'est la gestion de la question argentine. Sans y revenir dans les détails, il a pris beaucoup de temps avant d'en parler publiquement, révélant d'ailleurs l'absence flagrante de cadres stricts régissant les sorties des joueurs. Une lacune que l'on avait déjà entrevue en 2021, rappelez-vous l'épisode de la gaufre à Rome, où les joueurs avaient chopé le Covid en sortant de la bulle sanitaire pour aller manger une gaufre, pendant que Galtier lui-même avait aussi chopé le Covid en transgressant les règles sanitaires pour aller voir son fils jouer à Colomiers. Et donc cette tournée qui s'annonce est cruciale pour pouvoir le conforter dans son rôle de sélectionneur et pour qu'on arrête de le remettre en question. Sauf que là, il se pose quand même un sujet, c'est la question de l'ouvreur. Romain Ntamak out, il semblait logique d'installer Jalibert dans le fauteuil de titulaire. Le Bordelais marche sur l'eau avec son équipe cette saison, il connaît parfaitement ses ailiers Biel-Biarré et Penaud pour les mettre dans les meilleures dispositions, mais pour une raison obscure, le sélectionneur semble vouloir aller dans le sens d'une reconduite de Ramos en 10, plutôt que de s'appuyer sur Jalibert. Il invoque ainsi un vécu commun acquis au cours du dernier tournoi, lorsque Ramos a dû hériter du poste-ouvreur, et cet argument me dérange pour plusieurs raisons. Déjà parce que cette histoire de vécu commun, c'est du bullshit selon moi. Si tu veux vraiment t'appuyer sur du vécu commun, bah tu fais démarrer Jalibert en 10. Le type est là depuis le début du mandat, depuis 2020, il a fait partie de plusieurs moments forts de cette ère Galtier, il a certes manqué le tournoi 2022 et le Grand Chelem, mais il était déjà là quand les Bleus se sont imposés pour la première fois depuis des années à Cardiff, en Écosse, en Irlande. Il était aussi là quand on a vaincu les Blacks et les Box chez nous avec des entrées convaincantes à chaque fois. Et surtout, il était le 10 titulaire de la dernière Coupe du Monde avec certes du déchet et des erreurs qu'on peut lui reprocher, je le nie pas, mais quand il est en canne comme il l'est actuellement, il apporte un danger et une incertitude permanente sur les défenses. À la main, au pied, en attaquant la ligne ou en distribuant, sa palette est incroyablement développée. Je vous invite vraiment à revoir, même si c'est sûrement très douloureux, son quart de finale contre l'Afrique du Sud, sur chaque prise de balle, les Sudaf prennent la marée parce que ça va trop vite pour eux. Les choix sont bons, l'exécution également, l'équipe suit derrière, bref, ça vaut quand même le coup d'œil. D'accord, 2 grosses fautes grossières viennent entacher sa fin de match avec une touche qui est pas trouvée et un coup de pied direct, il me semble, mais c'est arrivé à d'autres grands joueurs devant lui. Ntamak fait d'ailleurs plusieurs boulettes en finale de top 14 la même année avant de se racheter avec un essai salvateur à la fin. Dupont nous coûte le tournoi en 2020 en dégageant le ballon trop tôt, et dans le même match, dans ce même quart de finale, on a facilement passé sous silence pas mal de scories individuelles qui nous ont plombé le match. Des erreurs qui ont gardé les Box à flot alors qu'ils auraient dû en prendre 40, ni plus ni moins. D'autant plus que
que Mathieu Jalibert commence à engranger de l'expérience en tant que gestionnaire et à diversifier son jeu. C'est plus seulement un formidable attaquant qui va tout relancer à la main, c'est aussi un joueur qui sait gérer le tempo du match, qui sait ralentir quand il faut et gérer les temps faibles de son équipe. J'ai notamment en tête un match très difficile à Bayonne l'an dernier où il a réussi avec l'UBB à renverser le match. Sa grande faiblesse, c'est la défense. En effet, ça, personne peut le nier. On voit qu'il aime pas trop s'y faire mal. Surtout en comparaison avec Ntamak, mais qui est plutôt une exception qu'une règle en matière d'ouvreur. Donc d'accord, c'est un peintre en défense si vous voulez, mais ne me faites pas croire que Ramos est un sécateur non plus. En plus, Ramos est bon en 10, mais c'est pas non plus son poste de prédilection. Et quand il y joue, c'est surtout pour dépanner. Il semble avoir clairement émis son opinion sur le sujet, son poste, c'est le 15, et il y est excellent. C'est là que je le préfère, et en plus il permet de soulager son ouvreur dans le jeu. Et ce qui me gêne encore plus, c'est que si on décale Ramos en 10 et qu'on met Jalibert sur le banc, ça veut dire qu'en 15 on a qui? Buros? Non, parce qu'il a pas l'air d'être dans les plans du sélectionneur alors qu'il marche sur l'eau, et on se dirigerait plutôt vers un Léo Barré, qui certes a fait une bonne saison précédente, mais qui semble un peu plus dans le dur dernièrement. Donc si on récapitule, on se priverait du meilleur 10 actuel, et qui connaît parfaitement l'équipe de France, qui est un cadre depuis 4 saisons, pour y mettre un 15 qui lui préfère jouer 15 et pas 10, et en 15 on mettrait un joueur qui est en manque de confiance, et pas celui qui performe depuis longtemps. Je sais pas vous, mais tout ça ne me paraît pas optimal. Après, je sais pas, peut-être que Galtier peut tout simplement pas voir Jalibert en peinture, peut-être qu'il pue de la gueule le matin quand il le croise à la cafette à Marcoussis, ou peut-être qu'il lui a pissé sur les pompes en 3ème mi-temps, on sait pas. Plus sérieusement, peut-être qu'il y a un problème humain entre les deux, que ça matche pas, mais dans ce cas-là, juste dis-le et assume-le, et ne nous laisse pas dans le flou en essayant de nous faire croire que Jalibert n'est pas si bon que ça. Par pitié, arrêtons la langue de bois et les arguments bidons 2 minutes, parce que ni les observateurs, ni les journalistes, ni les supporters ne le comprennent. La logique du sport n'est pas respectée puisque le meilleur ne joue pas, et ça me gêne. Après, c'est peut-être un coup tordu du sélectionneur pour essayer de brouiller les pistes pour nos adversaires juste avant le début de la tournée, ou pour mettre un coup de pression à Jalibert, lui donner un petit coup de fouet avant de lui donner finalement le maillot floqué du 10, mais personnellement j'y crois pas trop. Je vous affiche à l'écran la liste des 23 joueurs qui sont conservés pour préparer le match face au Japon, et on peut voir qu'il y a déjà des choix qui ont été faits pour mettre la pression à des cadres historiques. On voit par exemple que 4 joueurs qui étaient des figures du 15 de France, que sont Danty, Olivon, Tao et Lucu, n'ont pas été conservés. C'est assez compréhensible quand on voit la concurrence, même si je trouve que c'est un peu dur pour Olivon quand même. Ils sont trentenaires, la Coupe du Monde c'est dans 3 ans, donc ça va être encore assez long pour eux pour tenir jusque là. Je pense que c'est une page qui est en train de se tourner pour Galtier. Donc voilà pour la partie remise en question de Fabien Galtier. Est-ce que je suis le seul à penser ça? Je ne pense pas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'avis critiques qui émergent en ce moment à l'encontre du sélectionneur, et on est nombreux à attendre des résultats. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous partagez vous aussi ce constat? Maintenant on va passer à la traditionnelle compo, je vais vous présenter l'équipe que je voudrais voir alignée si j'étais Galtier, c'est pas celle qui va être alignée, même si en vrai ça va s'en rapprocher fortement. En première ligne, vu que Baye est blessé et que Priso n'a pas été retenu, qui d'autre que Reda Wardi, qui a un boulevard pour remonter dans la hiérarchie en l'absence du taulier. Charge à lui de rester discipliné tout en apportant son agressivité et sa mobilité. Au talon, Peato Movaka. Le Japon, ça va vraiment être un match pour lui, je pense que ça va être assez ouvert, il va pouvoir amener sa mobilité, son punch, sa vitesse, ça va être assez étincelant. À droite, je pense qu'il est venu le temps de tester Tevita Tatafu, le puissant pilier bayonnais qui est enfin sélectionnable. Je rappelle qu'Antonio est blessé, c'est pour ça qu'il n'est pas conservé. Et donc j'ai hâte de voir cette nouvelle pépite éclore sous le maillot bleu. En seconde barre, on s'embête pas, la deuxième ligne toulousaine, un alliage de puissance et de vivacité avec le tandem flamand Meafou, soutenu en troisième ligne par Cross, Aldrit et Roumat, qui aura à charge de briller en l'absence d'Olivon et de Jelonge. J'aimerais bien qu'on capitalise un peu plus sur son profil qui est assez particulier, qui est grand, qui est aérien, qui est coureur, qui est manière de ballon. Je pense qu'il peut parfaitement fitter avec la philosophie offensive de Patrice Arletaz. Pour la charnière, pas de surprise, Dupont le capitaine serait associé selon moi à Mathieu Jalibert, un duo ultra offensif qui se connaît quand même bien parce que y a eu la Coupe du Monde qui est passée par là quand même. Au centre, a priori, Moefana pourrait jouer contre le Japon parce qu'il n'est suspendu que 2 semaines finalement après avoir passé un stage de sensibilisation, mais pour l'instant je rappelle qu'il n'est pas retenu dans les 23, donc je vais changer un petit peu ma compo, je vais aligner Ficou en 12 et je le verrai associé à Emilien Gaëton. De l'expérience, un profil 12 fixateur mais aussi joueur, un peu la Jordi Barrett, et un 13 électrique, fougueux, jeune, qui peut rattraper les coups et faire jouer autour de lui. J'avoue que ça me botte pas mal. Aux ailes, je pense que le duo Penaud-Bielbiarré a de l'avance sur ses concurrents et il va pouvoir faire valoir ses cannes sous le patronage de Thomas Ramos. Parfait gestionnaire, il connaît bien Antoine Dupont pour le relayer en prenant la place d'ouvreur, tout en pouvant apporter également son grain de folie. Pour le banc, au vu des 23 sélectionnés, je pense qu'on va partir sur un 5-3, donc un 5 avant et 3 3/4. Avec Barlow au talon, Gros et Colombe à la pile, Guillard pour couvrir les postes du 4 au 8, j'attends beaucoup de ce joueur qui m'avait impressionné en Argentine, je trouve qu'il a un profil très complet et ultra prometteur. Boudéan en 3ème barre, son punch et sa densité physique devraient permettre à Aldrit de souffler un peu, et je le verrai bien rentrer dès la 55e pour apporter son impact. Derrière, Nolan Le Garec va se contenter des miettes à la mêlée, avec
Léo Barré qui pourrait couvrir les postes de 10 au 15, tandis que je verrais bien une chance donnée à Paul Coste pour avoir sa première sélection. Donc voilà, si j'étais Galtier, la compo que j'alignerais, même si ça risque d'être un poil différent dans les faits, n'hésitez pas à me donner la vôtre en commentaire. Je pense qu'on a une vraie carte à jouer avec des jeunes très intéressants qui poussent au portillon. Le Japon c'est pas très dense mais c'est très joueur, ça va très vite dans les éjections, avec souvent des ballons qui sont éjectés en moins de 3 secondes. Ils ont réussi à mettre les All Blacks en difficulté pendant 20 minutes et ils ont pas lâché non plus trop l'affaire. On a vu aussi qu'ils profitaient de leur vitesse pour attaquer les bords de ruck où les avants sont encore en train de se relever, donc méfiance parce que c'était déjà un point faible lorsqu'on les avait affrontés il y a 2 ans. Maintenant, j'attends de l'équipe de France qu'elle se comporte en patronne avec autorité. D'abord en les prenant devant pour faire valoir notre supériorité physique, et puis une fois qu'on a pris le match, qu'on a commencé à s'installer et qu'on a pris les devants, là on fait jouer, là on teste des trucs, là on se lâche un petit peu parce qu'on est un peu sur notre frein depuis un an. Là. J'aimerais bien avoir davantage de jeu, davantage d'initiative et commencer à vraiment voir la patte de Patrice Arletaz qui a peiné à se montrer sur les premiers matchs du mandat Galtier. Bref, on arrive à la fin de la vidéo, je voulais vous remercier pour les encouragements et les messages que j'ai reçus après mon retour sur ma dernière vidéo. Donc merci à vous, vraiment ça fait chaud au cœur. Moi je vous dis à la prochaine, on se retrouve pour le prochain débrief face au Japon. Bye l'Ovaliste.